Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire et perspectives méditerranéennes. Histoire et perspectives méditerranéennes. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Dans le cadre de cette collection, créée en 1985, les éditions L'Harmattan se proposent de publier un ensemble de travaux concernant le monde méditerranéen des origines à nos jours. Déjà paru. Raymond Nart, Histoire intérieure de la rébellion dans les Aurès, Adjoul, 2015. Fawzi Rouzek, le groupe d'Oujda revisité par Cherif Belkacem, 2015. Geneviève Gousssaudf le consulat de France à Tunis au XVIIe et XVIIIe siècle, 2014. Frédéric Hrymbat, les Européens d'Afrique du Nord dans les armées de la Libération française, 1942 à 1945, 2014. Maurizio Valenzzi, J'avoue que je me suis amusé, itinéraire de Tunis à Naples, 2014. Mustapha Besbes, Jamel Chahed, Abdelkader Hamdan Dir, Sécurité hydrique de la Tunisie. Gérer l'eau en conditions de pénurie, 2014. Abdelmajid Bedoui, Grandeur et misère de la révolution tunisienne, 2014. Kamal Chaouachi, La culture orale commune à Malte et à la Tunisie. 2014. Abdelaziz Arizedi Kaï Mohamed, Sociologie de la diplomatie marocaine, 2014. Ahmed Bennouna, Le crédit bail au Maroc. Un mode de financement original, 2014. Francesco Correale, Le front colonial de la guerre 1914 à 1918, Trafic d'armes et propagande dans l'Occident maghrébin, 2014. Mustapha Hogga, Théocratie populiste ou séparation des pouvoirs au Maroc. Histoire et alternatives démocratiques, 2014. André-Paul Weber, Régence d'Alger et Royaume de France, 1500 à 1800. 3 siècles de lutte et d'intérêt partagé, 2014. Cyril Garcia, 3 historiens face à la guerre d'Algérie, 2014. Seguietab, Les élus français d'origine maghrébine et la politique représentative, 2013. Mariam Mongid, L'islam et la modernité dans le droit de la famille au Maghreb, études comparatives, Algérie, Maroc et Tunisie, 2013. Tahar Haddad, La naissance du mouvement syndical tunisien, 2013. Dédicace. À ceux qui ont la France et l'Algérie en partage, ce livre inspiré par Germaine Tillion. Notre part d'ombre, François Marquis. Le téléphone a sonné. J'ai décroché le combiné, c'était Michel Cornaton. Il a été content de me trouver chez moi. J'aurais dû être en Algérie. On avait appris le 24 septembre la décapitation d'Hervé Gourdel par un groupe de terroristes dans les montagnes de Grande Kabylie, et il était devenu incompréhensible pour beaucoup de mes proches que je m'obstine dans un projet qu'ils jugeaient si peu nécessaire. Constantine et Colo où nous devions aller sont à 200 km du Djourdjoura où avait eu lieu l'enlèvement, et nous aurions sans doute pu suivre le programme que nous avions prévu. Mais l'assassinat d'Hervé Gourdel s'était multiplié sur les écrans dans nos maisons, et amplifié du bruit des reportages et des commentaires, au point que le terrorisme semblait présent partout. Le souvenir des attentats commis chez nous depuis des années ressurgissait soudain. Il s'agglutinait, il cristallisait dans les mémoires, maillant tout le territoire et s'insinuant jusqu'à nos portes. La violence même de l'exécution et des images qui en avaient été diffusées nous frappaient de stupeur. On maquillait l'angoisse en renvoyant à la barbarie les auteurs du crime, et cependant on apprenait bientôt leur nom. Les Algériens découvraient que l'exécuteur était d'Alger, on savait son âge. C'était un homme comme nous. Les jugements tout faits étaient impuissants à effacer le sentiment d'incompréhension. Et s'agissant de l'Algérie, l'inquiétude trouvait en nous, Français, de profonde résonance. Je voudrais comprendre pourquoi m'avait écrit un Algérien quelques mois plus tôt. Une page sur le site du Coliote raconte brièvement le massacre de sa famille, par un élément de l'armée française, il y a près de 60 ans. Une tuerie collective sans précédent a eu lieu à Bénizid, près du village de Loulouge, le 11 juin 1956. À la tombée de la nuit, vers 21h, l'armée française exécuta 22 personnes d'une même famille. Après les avoir tués sommairement, les soldats jetèrent les corps dans une étable.
Ils reçurent l'ordre de recouvrir les 22 corps de branches sèches et de les arroser d'essence. Ils refermèrent alors la porte de l'étable et mirent le feu à la bâtisse. Cette tuerie reste aujourd'hui inexpliquée. Il ne semble pas y avoir eu des opérations du FLN précédant l'événement, qui justifieraient des représailles de la part de l'armée française. Les troupes responsables de ce massacre étaient commandées par le lieutenant Delaveau, du 2e bureau. Aujourd'hui, les descendants des victimes cherchent à connaître les motifs de cette hécatombe, de façon à trouver une sérénité dans leur passé douloureux. Toute personne ayant des informations sur cet événement est invitée à témoigner, de façon à pouvoir reconstituer les circonstances exactes qui se cachaient derrière ce drame. Témoignage insolite de cette boucherie, une stèle dont l'accès est clos et difficilement accessible, presque anonyme et tombée dans l'oubli. À la mémoire des victimes, elle rappelle que nous ne devons pas les oublier, faute d'avoir des tombes pour se recueillir et se souvenir de leur passage sur Terre. 16 personnes portent le nom de Boudelioua sur la liste des victimes gravées sur la stèle, et c'est à partir de cet indice que je suis entré en relation avec Mohamed Salah. Il est le fils d'un survivant, Rabah Boudelioua, qu'on appelait Zidane dans la vie quotidienne. Né en 1958, 2 ans après les faits, il ne se souvient pas de son père qui a été tué au maquis le 13 février 1962, un mois avant le cessez-le-feu. Mais il a recueilli les récits de sa mère, de son beau-père, de beaucoup d'autres, et en particulier de Fodil Boudelioua qui était sur les lieux au moment du drame en 1956. C'est lui, Fodil, qui a fait ériger la stèle sur le lieu du massacre, à la Zeriba Semar, dans les années 1990, alors qu'il était adjoint au maire d'El Oulouj. Il a lui-même été tué par un attentat terroriste quelque temps plus tard. Pendant la guerre, les hommes jeunes ne dormaient pas chez eux par crainte de l'armée française. Ils se cachaient à proximité. C'est ce qu'il avait fait avec Zidane ce jour-là, et voici ce que Mohamed Salah a retenu de son récit. Il était 20h45 environ, le 11 juin 1956, lorsque le lieutenant Delaveau SIC avec ses troupes surgit à la Zeriba Semar. Il frappa à la porte et c'est la femme de mon père qui ouvrit. Elle subit alors une rafale de balles, puis la tuerie continua avec les cris des femmes et des enfants qui s'entendaient dans toute la Zeriba. Lorsque la tâche fut achevée, le lieutenant demanda de l'essence puis arrosa les victimes puis mit le feu. Après le départ de l'armée, mon père qui n'était pas loin rejoignit l'endroit et trouva sa femme, la seule encore vivante, qui gisait et lui raconta ce qui s'était passé. La scène m'a été décrite par Fodil Boudelioua, qui était présent avec mon père lorsqu'il parlait avec sa femme tout en pleurant. Elle mourut avant qu'elle puisse être secourue. Les 22 personnes étaient en majorité des femmes et des enfants, dont un bébé âgé d'1 semaine, et une femme qui n'était que la belle-mère d'un de mes oncles en visite à sa fille. Les restes des victimes ont été enterrés ensemble au cimetière de la Zeriba, à une centaine de mètres du lieu du massacre. Mohamed Salah Boudelioua ajoute une précision fournie par son beau-père, RM, qui a été l'un des chefs de l'ALN et qui est bien connu dans le massif de Kolo. D'après lui, le massacre a été commis suite à l'enlèvement par un groupe ALN d'un nommé AA, apparemment collaborateur de l'administration française. Ce dernier avait prévenu que si quelque malheur lui arrivait, il fallait s'en prendre au Boudelioua. Mais aucun Boudelioua ne faisait partie du groupe ALN, auteur de l'enlèvement. Nul ne s'étonne qu'on prenne des vacances en Tunisie, qu'on passe l'hiver au Maroc ou qu'on descende en croisière sur le Mékong, mais en Algérie le présent paraît faire bloc avec le passé. La guerre et l'horreur y semblent inépuisables. Elles nous enferment, Algériens et Français, dans une impasse qui paradoxalement se prolonge à l'infini. Plus de 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, la Méditerranée entre nous est un espace orphelin où nos immigrés redeviennent des émigrés, les pieds noirs des exilés, les voyageurs des aventuriers. Malgré tous les bouleversements que nous avons connus, on est saisi d'une étrange continuité. Les pirates sont toujours là. Ils faisaient jadis la course aux chrétiens, ils s'appellent aujourd'hui passeurs et font le trafic des aragas, ces jeunes qui fuient vers l'Europe, et les djihadistes de leur côté font la guerre aux croisés. Hervé Gourdel s'était inscrit en faux contre ce tableau désespérant. Sa fin tragique semble nous dire l'impossibilité de la paix, mais il portait à sa façon le rêve de la paix. Il va nous falloir beaucoup de mots pour ne pas laisser la sidération nous reprendre,
a écrit Malika Rahal la nuit même qui a suivi l'annonce de l'assassinat. Et des promenades en forêt. Il nous faut des promenades en forêt, et des randonnées en montagne. Marie-Thérèse, qui m'a dissuadée de faire le voyage que nous avions prévu, souhaitait que nous allions au sommet du Sidi Achour, cette petite montagne qui domine Kolo. J'ai raconté dans mon livre Pour un pays d'orangers, comment je m'étais promis d'en faire l'ascension quand la paix serait revenue. Alors que nous étions sur le point de partir, j'espérais retrouver l'une au moins des assistantes sociales algériennes qui en avaient gravi les pentes malgré moi, à l'automne 1960, alors que j'étais chef de poste à Ain Zida. Cette randonnée, à 50 ans de distance, aurait pu être un aboutissement et un symbole. Que ce soit Marie-Thérèse qui le propose m'avait surpris et réjoui, comme si elle s'apprivoisait enfin à ce pays, malgré ses résistances et ses préventions. Ce serait indécent, m'a-t-elle dit finalement, et j'ai renoncé au voyage parce que j'avais besoin d'elle avec moi, parce qu'avec elle je voulais emmener ceux qui n'ont pas connu la guerre, ni le temps des colonies, ni l'Algérie, qui ont peur de cette histoire dont on parle tant et si difficilement tout à la fois. Je songeais à cette petite fille qui dit à son grand-père « Bon papa, tu as été en Algérie, donc tu as torturé ». Et j'emportais aussi la question implicite de Mohamed Salah Boudelioua. Aucun témoignage jusqu'à maintenant de la part des auteurs. Car l'événement originel continue de vivre en nous par les mots que nous lui prêtons, les images qui l'entourent, les silences même, et il arrive que soudain le présent lui confère une charge écrasante. Les jours ont passé maintenant. Dans la solitude et le silence de l'hiver, je tente de tenir à distance la tragédie et de retrouver l'espace où je puisse voyager à nouveau. Hervé Gourdel a été assassiné parce qu'il était français, a souligné le président Hollande dès la nouvelle de son exécution. On ne sait plus très bien ce que cela veut dire dans un temps où l'individu est érigé en référence ultime, mais Mohamed Salah Boudelioua s'adresse à moi parce que sa famille a été massacrée par des Français. Et cette proximité se trouve redoublée maintenant, du fait de nos échanges. Car malgré les années écoulées, il n'y a que 2 intermédiaires entre les victimes de cette hécatombe et moi-même. Le récit qu'il m'a transmis lui vient directement de Fodil Boudelioua, et celui-ci a lui-même entendu Guetaya Boulersayem, la première femme de Zidane, juste avant qu'elle ne meure, après ses 4 enfants et tous les autres. J'ai pensé d'abord aux archives dans l'espoir d'y relever une trace de l'événement, et j'ai consulté les collections de la Dépêche de Constantine à la Bibliothèque nationale de France. J'y ai trouvé une mention qui pourrait correspondre au lieu et à la période où s'est produit le massacre. Dans la région d'El Oulouj, 6 hors-la-loi ont été tués dans une embuscade tendue par les forces de l'ordre, lit-on dans le numéro du 14 juin 1956, 2 jours après la date qu'on a retenue à El Oulouj et Semar. Le mot d'embuscade est bien loin du récit algérien, et l'écart est grand de 6 à 22 morts. Cela mérite pourtant qu'on s'y arrête. L'article est consacré à une opération qui s'est déroulée à plus de 100 km d'El Oulouj, près de Redja, au cours de laquelle on a compté 38 rebelles abattus, selon le titre. Et le sous-titre ajoute, dans les autres secteurs, quelques engagements ont permis d'infliger des pertes sensibles aux hors-la-loi. En plus des hors-la-loi et des rebelles, il n'y est question que de bandits, de terroristes ou de fuyards et de suspects qu'on abat indistinctement. J'en ai compté 35 et quelques, en plus de ceux de Redja. Faut-il comprendre vraiment que nous allions de succès en succès ? Que les insurgés étaient partout ? Ou que la vie d'un Algérien ne valait pas cher ? Un autre article sur la même page est intitulé « Raid de terreur sur 2 villages ralliés, 22 musulmans égorgés par les rebelles ». 22. Comme à Semar. Mais c'est dans le douar Bouandas. Semar est dans le douar des Bénizides. À supposer même que l'embuscade mentionnée dans la Dépêche de Constantine à la date du 14 juin 1956 renvoie au massacre de Semar, le récit qui s'est offert à moi quand j'ai consulté les archives est donc un récit où crie l'absence. Le journal a ignoré qu'une famille entière avait été anéantie dans sa maison. Imagine-t-on même dans un endroit reculé, 22 personnes tuées chez elle, la même nuit, sans qu'on en parle ? Mais il est vrai s'il avait essayé de raconter, quel journaliste aurait pu nous faire comprendre que Zidane Boudelioua, qui avait participé sous nos armes aux campagnes d'Italie, de France et d'Allemagne, de mars 1943 à octobre 1945,
Comment nous faire comprendre que cette armée où il avait servi, cette même armée anéantisse d'un coup toute sa famille, sa femme et ses 4 premiers enfants, ses frères, sa belle-sœur, ses neveux et ses nièces, et son père et sa mère? Et l'armée elle-même? Comment consigner un crime de guerre dans ses rapports? Il est peu probable que les archives de la SAS d'El Oulouch ou celles de l'armée française aient conservé une trace plus fidèle de ce qui s'est réellement passé à Semar dans la nuit du 11 au 12 juin 1956. Seuls ceux qui ont participé à cette expédition terroriste pourraient nous le dire, s'ils vivent encore. Mais de quel espace disposent-ils pour nous révéler ce qu'ils savent? L'empêchement est à la fois du côté des témoins et du côté des auditeurs. Car le témoignage devient un aveu quand il s'agit d'un crime où l'on est impliqué, et l'aveu met en cause celui qui écoute. On imagine que s'il y a eu des coupables, ils sont responsables de ce qu'ils ont fait et qu'ils doivent en supporter les conséquences. On ne voit pas comment on pourrait avoir une responsabilité dans des actions auxquelles on n'a pris aucune part. Pourtant, nous ne sommes pas seulement des individus. Nous sommes des Français pour une part de nous-mêmes, et nous ne pouvons pas nous dérober à la nécessité d'assumer ce qui s'est fait impunément au nom de la France pendant la guerre d'Algérie. Germaine Tillion le soulignait dans une lettre à Camus, le 3 janvier 1959. En dehors d'un simple d'esprit civil, qui s'est fait prendre par les militaires assassinant une famille musulmane pour des raisons crapuleuses et non politiques, et qui a été jugé à Aix-en-Provence, je n'ai pas connaissance d'un seul Français qui a été puni pour avoir assassiné des musulmans. Elle a complété sa pensée dans une autre lettre adressée au général de Gaulle, en juin 1961. Les Algériens avec raison, ne rendent pas tous les Français responsables des crimes commis par quelques-uns, mais ils nous rendent responsables de l'approbation tacite dont ces crimes n'ont pas encore cessé de bénéficier. Pour nous, lorsque tout cela, inévitablement, s'étalera au jour, ce sera une honte cruelle de n'avoir pas pu une seule fois désolidariser notre peuple de ces actes affreux. Nous en sommes là, précisément, malgré les années qui ont passé. L'histoire du général Ossarès en offre une illustration incontournable. Elle est exemplaire en raison des actes qu'il a décrits, du processus dans lequel ils se sont inscrits, des personnalités concernées, des pouvoirs impliqués, du retentissement médiatique de son aveu, et plus particulièrement, des décisions qui ont été rendues par les différentes juridictions appelées à se prononcer. Quand il a reconnu, dans son livre Services spéciaux, Algérie 1955 à 1957, les crimes qu'il avait commis dans l'exercice de ses fonctions, des plaintes ont été déposées contre lui pour crimes contre l'humanité. Elles n'ont pas été retenues dans le cadre de nos lois. Les associations qui avaient engagé la procédure ont alors invoqué le délit de complicité d'apologie de crime, et sa condamnation a été prononcée pour ce motif en correctionnel, confirmée en appel, et rendue définitive par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2004. Ces éditeurs qui avaient été condamnés en même temps que lui, ont porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, et celle-ci leur a donné raison. Elle a condamné la France pour avoir violé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle a considéré que la publication d'un témoignage de ce type s'inscrivait indubitablement dans un débat d'intérêt général d'une singulière importance pour la mémoire collective. Fort du poids que lui confère le grade de son auteur, devenu général, il conforte l'une des thèses en présence et défendue par ce dernier, à savoir que non seulement de telles pratiques avaient cours, mais qui plus est avec l'aval des autorités françaises. Ce jugement n'a pas fait grand bruit, peut-être parce que le général Ossarès ne s'était pas associé à ce recours, mais peut-être aussi parce qu'il nous implique en tant que Français. D'une certaine façon, traduire en justice, même tardivement, l'auteur du témoignage était une manière de nous désolidariser de lui et de ce qu'il avait fait, comme tant d'autres. Or, la Cour européenne des droits de l'homme nous a retiré cet échappatoire en décidant que cette histoire doit trouver sa place dans notre mémoire collective. Elle n'est pas le simple fait d'un individu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.